Bienvenue sur la Rivière Vidéo pour cette 17e édition du Supercross de Bercy, une édition 99 qui ne déroge pas à la règle puisqu'on y retrouve le gratin du Supercross mondial. Et quand on parle de gratin de Supercross, on pense forcément aux Américains, aux Américains, aux Américains, aux Américains et aux Français, des Français avec 3 têtes d'affiche. Pardon, 2 têtes d'affiche, puisque Michael Pichon s'en est mis une bonne aux essais et qui ne participera pas à la course. 2 têtes d'affiche avec Frédéric Bollet, fraîchement auréolé de son titre de champion du monde de 150 de motocross, et surtout l'immense, le grand, le très immense, le fabuleux David Villemain, qui est un spécialiste du Supercross et qui est juste derrière nous. Alors on en profite, on va aller le voir. Alors David, comment ça va? Ça va bien, mec, et toi? Ça va super bien. Alors cette édition 99, tu la sens comment là? Ben, je la sens bien, puisque bon, il y a pas mal de bons pilotes, il y a les meilleurs ricains. Il y a les meilleurs français. En plus, je dispose de la Yamaha US. Donc, première course dessus avec mon nouveau mécano. Donc, c'est déjà une première. Ouais. Mais c'est sûr que rouler contre McGrath, Lusk, Windham, Carmichael et tous les autres, c'est très important pour préparer le mois de décembre de préparation. Bon, alors toi tu les connais, mais pas forcément les téléspectateurs. Alors je te propose qu'ils se présentent en images. Les principaux concurrents. Hey, I'm Ricky Carmichael. Salut, je suis Ricky Carmichael, je viens de Floride, j'ai 19 ans, c'est la première fois que je cours à Paris. Il y a vraiment une sacrée ambiance, j'adore ça. J'ai vraiment envie de gagner, faire du spectacle. Ça serait sympa pour ma première participation. Salut, je m'appelle Kevin Windham, je suis pilote américain, j'ai 21 ans, c'est ma première participation à Paris. On va bien se marrer, je suis là pour leur botter les fesses. Salut, je suis Ezra Lusk, je viens de l'état de Géorgie, c'est la 2e fois que je vais courir à Paris. J'aime bien parce que c'est propre ici, il y a des gens qui parlent toutes les langues, c'est une grande course, un grand spectacle et le public, il est top. Salut, c'est Fred Bollet. Tordre du requin, je pense pas que ce soit pour ce soir. En tout cas, on va essayer de se faire au moins plaisir. Peut-être monter sur la plus haute marche du podium, ou du moins sur le podium tout court, et après on verra, mais en tout cas, se faire plaisir, avant tout. Dis-moi, j'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un là. Et Jeremy McGrath. Ah ouais, c'était pour savoir si tu suivais. Ah ok. D'accord. Alors Jeremy McGrath, c'est un morceau celui-là. Ouais, un petit morceau. Il est 6 fois champion US en cette année. Donc je pense qu'il faut quand même respecter ce jeune homme. Il a de l'avenir, je pense. On est allé le voir pour savoir un petit peu quels étaient ses secrets, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pensait de la France et des pilotes français. Ça t'intéresse? Ah ouais. Bon, un petit morceau de Jeremy McGrath maintenant. Jeremy McGrath. Alors Jérémy, comment ça va? Good, what's going on? Génial, quoi de neuf? Écoute, ça va. Tu sais qu'il y a un Supercross ici? C'est un peu pour ça que je suis là. Bon, Jérémy, dis-nous un secret. Ça fait 6-7 ans là que tu enquilles les victoires. Tu dois avoir un truc, raconte-nous là. Non, pas vraiment. J'aime gagner, c'est ça mon truc. Dis Jérémy, c'est quoi le truc spécial ici à Bercy? Bercy, c'est très différent des États-Unis. C'est beaucoup plus petit, plus serré. Les courses sont plus serrées. Et puis il y a le côté chaud, c'est marrant. Mais attends, c'est quand même une course. Et je vais la gagner. Mais c'est vraiment un spectacle, un énorme spectacle. Je crois que les pilotes Honda vont rouler fort. Villemain peut aller vite. Il y a plein de pointures, je vais pas être tout seul sur la piste. Il y a de plus en plus de Français dans ce business, hein? C'est vrai que maintenant il y a pas mal de Français qui roulent vraiment bien, mais je vois pas ça comme une course entre les États-Unis et la France. Pour moi c'est une vraie compétition avec un paquet de mecs qui roulent bien. Alors la course commence par le départ. Eh oui. Alors c'est où? C'est là. Tu te places où? Moi je me place à l'intérieur plutôt. Moins de chances d'être coincé au bout. Ouais. Et puis si on part mal, on peut se profiler beaucoup mieux. Ouais. Alors ça se passe comment? Tu te mets là et alors tu regardes quoi? Tu regardes la grille, tu regardes ton voisin, tu regardes quoi? Le petit bichou comme on dit par chez nous là. Ah d'accord. Et dès que ça bouge, waouh! 15 secondes.
Yes. 5 secondes de vitesse. Ouais. Et... Ouah. J'ai fait l'autre shot. Je te sers. Premier virage. Qu'est-ce qui se passe premier virage? Ce qui se passe, si on a fait le shot, donc le premier départ en tête, c'est facile. Donc on essaye de pas trop s'écarter pour pas qu'il y en ait un qui vienne à l'intérieur. Sinon, si on est moins bien parti, on essaye de garder l'intérieur le plus possible pour être bien dans l'enchaînement qui suit. Ça joue des coudes là. Les coudes, des jambes, et les motos se touchent, les guidons. Ouais, c'est sûr que ton virage c'est toujours un peu délicat. Ouais. Triple, simple, enfin, je sais pas moi. C'est une combinaison de double, triple, double, c'est bien pour une section pour dépasser. Ouais. C'est toujours assez dur ici de prendre le meilleur sur les adversaires. Ouais. Et donc il faut faire attention aux ornières parce que les ornières se creusent très rapidement et essayer de faire les enchaînements à tous les tours parfaitement. Et s'il y a quelqu'un devant, essayer de changer de trajectoire pour pouvoir être intérieur dans le virage d'après pour tenter un bloc pass. Bon, les boosts, alors ça, compliqué quand même. Compliqué, ouais, il y a deux techniques. Ouais. Donc technique américaine qui est de dribbler, donc de toucher toutes les crêtes avec la roue avant et la roue arrière. Ou de sauter 3 par 3, ou 4, ceux qui maîtrisent le truc, quoi. Et donc c'est les deux, normalement les deux techniques sont à peu près comparables, Ouais. mais skier il faut le faire tous les tours, Ouais. pendant 20 tours, c'est ce qui est le plus difficile à faire puisque ça se détruit, il y a des ornières et après c'est de plus en plus dur, il y a beaucoup de chutes dans les housses. Et c'est là qu'on peut faire la différence avec, quand on est en bagarre avec notre pilote. Ouais, mais là, toi, t'es plutôt danse du ventre que Cobra, quoi. Ah, le Cobra, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle le Cobra. Bon, on va te laisser te préparer, il paraît qu'il y a un show d'ouverture. Il paraît. Ouais. Et ensuite, il y a une petite course. Petite alors. On se retrouve sur la piste tout à l'heure. Salut. Allez, prépare-toi. À plus. Ouais. Salut David. Bon, alors nous, on se retrouve juste après le show de présentation pour le début des courses. À tout de suite. Alors, on a vu quelques éléments sans présence. On a fait un tour de piste avec David Villemin, le Cobra. On s'en est foutu plein les mirettes avec le show. Là, il est largement à 15, à mon avis, il est temps qu'il y aille. Il est 125. Action. Et voilà, premier départ 125 avec à mes côtés Christian Batteux, spécialiste du cross à Moto Revue, pour en parler. Alors Christian, un plateau américain plutôt riche. Avec les deux champions 99 de la côte Est et Ouest. C'est Ramsey numéro 1 et Fonseca le 2, et ils sont suivis par Rodrigue Tin numéro 4. C'est les trois hommes de Bercy 125 cette année. D'accord, alors une première journée très Fonseca, hein, puisque et là il est en tête de la première manche, suivi par Ramsey et Casey Lytle, d'ailleurs un troisième américain. On se dit que ça va être un championnat des États-Unis, ça non? En fait, c'est une confrontation Est-Ouest entre Fonseca et Ramsey la première fois, vraiment sur 3 jours à Bercy. Ils ne sont pas trop vus l'an dernier aux États-Unis parce qu'ils se croisent que rarement. Donc c'était l'occasion de les confronter en fait sur 3 jours de Paris. Ça fait un peu peur aux Français quand ils s'attaquent comme ça aux deux champions des États-Unis? C'est des points de référence en fait pour eux parce qu'ils ne se voient jamais. Et rares sont ceux qui vont en janvier là-bas pour rouler un peu s'entraîner. Donc Tin, par exemple, le numéro 4, le français de pointe de Bercy 125, c'est la première fois qu'il les rencontrait. Alors donc une première manche gagnée par Fonseca et puis un bon départ dans la deuxième à nouveau, le 29.
Le 29, c'est Chris Goslar, c'est le fils du mécanicien d'Ezra Lusk qui s'appelle Mike Goslar. Il a 4 enfants, ils sont tous du motocross et c'est l'aîné qui s'est lancé dans la carrière pro depuis janvier en fait. Donc voilà, il a eu son petit moment de gloire, mais ça n'a pas duré longtemps puisque Fonseca prend les commandes au bout du premier tour. Alors Fonseca, c'est un garçon qui a déjà beaucoup de métiers en fait à son âge, il a 17 ans, mais il pilote en fait comme McGrath, avec qui il s'entraîne très souvent. Alors là, une petite lutte avec Casey Lytle, ben, il a l'air de dominer son sujet. Hein. En fait, il est très sobre pour un pilote 125 parce qu'en général, c'est des garçons qui sont assez, on va dire, énervés. Et Fonseca, il a un style très 250 déjà, très mûr. Quoi. Troisième départ avec eh bien, Rodrigue Tin qui nous fait quelque chose de bien là puisqu'il part en tête. Bah, Rodrigue, c'est un peu pareil. Il a une façon de piloter assez sobre, ce qui est assez rare pour des gens qui sont âgés de 19-20 ans, on va dire. Il doit avoir 19 ans maintenant, Rodrigue. Et puis le mec, en fait, il n'est pas dans le rouge, il se met toujours... il pilote très sobrement, ça lui permet de contenir ses adversaires sans leur faire croire qu'il est fatigué, etc. Alors une belle manche où il est deuxième, mais rien à faire, Fonseca ce soir-là, il était intouchable. Il s'est fait carrément les 3 finales. Et puis Rodrigue Tin qui commence très très bien son week-end et puis qui continuera, on le verra. On écoute Ernesto Fonseca. Ah, je me sens bien, la piste est géniale. J'ai juste besoin de faire un peu attention parce que les ornières deviennent vraiment piégeuses. J'espère vraiment gagner encore. Le public est top, c'est le pied. Alors les choses sérieuses avec les 250, première course de qualification et un plateau très riche cette année, Christian. Alors on se lance avec McGrath le 1, Brown le 9, Carmichael le 3. C'est des pilotes de pointe, surtout Carmichael et McGrath, bien sûr, qui est champion en titre. Ça commence mal pour Brown d'ailleurs, qui s'est mis par terre et qui s'est fait rentrer dedans par Bétis. Et alors McGrath, directement, pas de problème. C'est l'échauffement, hein, c'est le début du week-end et on ne prend pas de risque, mais on prend la mesure de la piste en fait. Voilà, première victoire de McGrath, suivie de Carmichael pour la première qualification. On passe directement à la deuxième avec d'autres Américains. Alors il y a Phil Lawrence qui est numéro 12 et surtout les deux Honda qui sont partis un petit peu à la poursuite de Villemin, numéro 2, qui est en tête déjà, lui aussi commence très fort. Alors c'est Lusk, numéro 4, et son coéquipier c'est Windham, numéro 6. C'est les deux pilotes de pointe Honda. Lusk dans les whoops. Voilà, il passe Phil Lawrence qui est une pilote privée, donc qui est dans les 20 régulièrement quand même aux États-Unis. Victoire de Villemin. Ça tout de suite commencer à bouffer du ricain. Ah mais là c'est la série, c'est en finale qu'il faut le faire. Et oui, bon début pour David qui avait dit d'ailleurs qu'il avait annoncé la couleur et là les qualifications commencent très fort. Première manche, première finale 250 avec eh bien, un all shot de Joshua Coppins. Alors Coppins c'est un néo-zélandais qui fait les grands prix, qui roule très peu en supercross en fait. Il roule sur ses acquis techniques. Il est vite débordé par les spécialistes. On voit ici que ça ne dure pas longtemps avec l'euphorie. Et alors en tête, grosse surprise, on a Frédéric Bollet qui est champion du monde 250 et qui est français. Il n'y a pas beaucoup d'entraînement en supercross lui non plus, hein, parce qu'il n'a pas eu trop le temps cette année. Un titre de champion du monde, ça prend un petit peu de temps. Beau début de course, hein, il se met un petit peu en évidence, on ne l'attendait pas là, mais ça ne va pas durer. Alors oui, évidemment McGrath, il est dans son jardin, le supercross c'est son truc, et Fred lui depuis maintenant 3-4 ans a mis l'accent sur les grands prix, donc en allégeant le programme supercross pour l'entraînement, c'est une discipline qui est trop pointue pour le faire à la légère, on va dire. On voit Windham là à l'écran qui n'a pas pris un bon départ mais qui a fait une belle remontée. Simplement devant, ça se joue entre Villemin et McGrath. En fait, on prend la mesure du week-end. C'est les deux hommes qui vont aller le plus vite sur les 3 jours de course. Et ils débordent rapidement les Honda qui sont largués en fait là déjà. Alors là, on a Frédéric Bollet devant Mike Brown qui va réussir à le contenir jusqu'à la fin d'ailleurs. Brown, lui, c'est un pilote qui fait les grands prix maintenant depuis un an. En 125, il n'a pas trouvé de guidon pour faire du supercross aux États-Unis chez lui, donc mais il a trouvé un guidon en Europe et puis bon, il n'a toujours pas perdu son aptitude à faire du supercross. Il se débrouille toujours très bien, on voit qu'il est quand même dans le rythme. Alors j'ai dit une bêtise parce que Bollet s'est fait passer par Mike Brown. Ouais, enfin bon, c'est normal, hein. Fred, lui, il n'est pas là pour jouer le podium, il est là pour faire du mieux qu'il peut. Et devant, on a McGrath et Villemin. On est étonné que Villemin suive le rythme de McGrath ou pas? Non, on s'attendait en fait à ce que ça se produise comme ça. En fait, on pensait que les Honda seraient dans le coup plus que ce qu'elles ne sont en ce moment, mais David qui suit McGrath, c'était prévu, enfin c'était du moins espéré par le public. C'est logique, parce qu'il travaille énormément et ils mettent les motos au point pour le supercross avec son père.
Victoire de Magras, suivie de Vuillemin. On les écoute. Ah, il m'a donné beaucoup de mal. On était tout près l'un de l'autre. Il m'a mis une sacrée pression. Et c'est génial parce qu'on s'est pas mal entraîné ensemble. Du coup, il a vraiment bien roulé. J'ai du bol de finir devant ce coup-ci. Première course, première victoire, c'est un bon début. Ah, je suis content d'être au bon niveau parce que j'ai pris des longues vacances. On s'est entraîné, ça nous aide bien. Il a roulé fort. Alors David, qu'est-ce qui manque pour aller le chercher? Ouais, il manque pas grand-chose, mais bon, c'était un peu dur hein, cette première manche. C'était d'ailleurs, mais je n'étais pas bien sur la moto. Et avec un peu plus de confiance, je pense que j'aurais pu le battre. Mais bon, c'est la première manche, la première soirée, puis bon, ça devrait aller. Alors le classement de cette première manche, Magras, Vuillemin, Brown en 3e position, Bollé et Bettis en 5e et 6e position. Une bonne manche pour les Français. Deuxième départ, on retrouve les mêmes, hein, toujours les Américains. Alors maintenant ce sont les Honda qui sont partis devant cette fois-ci avec Lusk numéro 4 et Windham le 6, les deux coéquipiers de chez Honda, qui devancent Magras, qui prend l'intérieur, qui est prudent. Et Carmichael le 3. Carmichael aussi, qui est le seul Kawasaki officiel qui est venu cette année à Bercy, et Magricki, il apprend le Supercross 250, c'est pas évident quand même. Un tout jeune pilote, hein. Il est champion en 125 multiple déjà en 125 outdoor, il est champion en 125 Supercross l'an passé. Par contre la 250, il faut qu'il la prenne encore, c'est un peu dur pour lui. Ouais. Alors là il est en tête de la manche avec Magras derrière lui, mais ils se connaissent. Hein. Bah, disons que les deux hommes s'apprécient moyennement, quoi. Ricky est un peu fanfaron, un peu on va dire arrogant. Et il avait annoncé des grandes choses qu'il n'a pas fait cette année, il s'est fait mal assez souvent quand même en 250. Et là ça n'a pas duré très longtemps puisque Magras reprend la direction des opérations. Impressionnant quand même Magras. Hein. Ouais, il a un métier extraordinaire, après 7 ans au top niveau. Alors là je vous interromps parce qu'en fait, événement de cette première soirée, Magras va tomber en panne dans cette deuxième manche 250. Alors une panne qui est quand même assez bizarre parce que ça n'arrive pas souvent, Christian. C'est rare ici, il a cassé une aiguille de carburateur sur une moto qui est neuve, qui sort de chez Yamaha France. Donc là, c'est vraiment pas de chance, quoi. Mais il peut rien faire, il faut qu'il rentre pas. C'est une panne qui n'arrive jamais, ça. Alors bon, évidemment, ça profite devant Carmichael qui va prendre la tête et qui a juste derrière lui David Vuillemin, qui alors lui est complètement déchaîné, là. On le voit, il le dépasse. Alors David, il est déchaîné, il est parti de la 7 ou 8e position, et il a rien à perdre, et surtout qu'il va plus vite que tout le monde, en fait, ici, là. C'est étonnant quand même, comment il dépose Carmichael, là, il est à la poursuite de Lusk, là, ils sont pas en tête, en fait, il a encore Lusk devant lui. On se dit, bon, c'est quand même un Honda officiel États-Unis et il va aller le chercher. Alors David, il a quand même fait au mois de janvier 13 tours en tête d'une finale de 150 à San Diego. Les Américains, il les connaît, il n'a pas de complexe, il fait plus de complexe, c'est fini le complexe français. Et là, il s'impose à l'américaine. Superbe. Et il s'envole vers une première victoire dans cette première journée. Vuillemin, vainqueur. Ouais, j'ai gagné la première soirée. Ouais, première soirée dans les autres. Super, j'ai bien roulé. Je me suis surpris en fait. J'étais super bien, je me suis relâché. J'étais stressé en première manche. Et là, tout avait bien allé. Tout ce que je faisais, ça réussissait. Royal quoi. Il faut aller le chercher quand même, Ouais. Gros gaz. Gros gaz et une victoire devant Lusk et Carmichael. Une belle journée pour le Français qui gagne le premier général. Il y a des pilotes de pièces qui regardent la course, c'est super cross. Vous savez pas qui c'est? Ah non, on sait pas du tout qui c'est. Il paraît que c'est lui. Je pense pas. Ah, c'est super parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le motocross, le supercross. Et donc tous les ans j'essaie de venir faire un petit tour parce que c'est génial de voir aussi des pilotes qui maîtrisent à ce niveau-là, au niveau des sauts, tout ça et tout. Moi je trouve ça super et avec toute l'ambiance en plus de Bercy, qui est quand même vraiment exceptionnelle. Et t'en fais toi du motocross? Ah ouais, j'en fais, hein, mais bon, je pense pas que je serais capable de faire un tour très rapide sur circuit. Hein. Je sais pas si j'arriverai à passer beaucoup de boss déjà. C'est la première fois que je viens ici, je suis trop content parce que c'est fabuleux. Ah, c'est baptême en plus, c'est la première fois que tu viens voir ça. Ouais, c'est trop bon quoi. C'est génial quoi, je trouve que l'ambiance est vraiment chaleureux quoi. Et j'espère qu'au Guidon d'Or ce sera aussi chaud, et ça on va bien délirer quoi. T'as envie de te reconvertir? Ah non, c'est dans ce sens là c'est pas possible. Par contre moi j'en fais aussi du cross, et c'est vrai que c'est vraiment plaisant quoi. Moi j'ai vraiment pas ce niveau mais je me fais plaisir. Et quand je les vois eux, le niveau qu'ils ont, c'est cool. Bon, on vous laisse regarder. A plus. Ouais.
Deuxième journée des 125, on s'attend à nouveau à une domination américaine, Christian. Et en fait, c'est Tain qui va nous surprendre parce que Tain, c'est un pilote qui est très sobre et qui part bien avec sa KTM et qui donc va prendre le meilleur sur Fonseca. C'est une surprise. Oui, Fonseca d'ailleurs, à qui il arrive un petit accident là. Il a un peu cherché les ennuis, mais ça c'est le supercross, hein. C'est pas une science exacte. Et Fonseca, il va rater sa soirée en fait. Donc Tain devant, suivi par Casey Lytle. Et là on se dit, bon peut-être une victoire française. Alors derrière Ramsey est mal parti, il fait un peu le ménage. Hein. Il emmène Josselin dans les bottes de paille, et lequel Josselin, comme à l'instant Lalose et Ramsey, il y a des incidents, c'est du supercross, c'est serré, c'est de la course, ça se joue au millimètre. Casey Lytle qui gagne sa première soirée. Deuxième départ. Tain qui prend l'intérieur, qui est prudent. Et là un Belge en tête. Steve Ramon, alors c'est un jeune garçon qui doit avoir 17 ans, qui fait les grands prix. Et une petite pétouille dans les hoops. Et oui, ça s'accroche assez fort. Hein. On voit un nouveau Fonseca qui est victime d'une chute. C'est pas une bonne soirée pour lui. Hein. Non, alors il a fait la soirée parfaite la veille, et là c'est l'inverse. C'est chute sur chute, et ça lui fait perdre le général en fait. Et c'est Tain qui est devant. Alors une grosse avance. Il va pouvoir la gérer un petit moment sur Ramsey, qui est champion donc côte ouest. Et il la gagne. Ouais, c'est la bonne. Je suis très content. Donc une victoire française en 125 et il repart pour la troisième manche évidemment avec les dents longues et il prend le meilleur départ. C'est clair et net, il est parti devant. Est-ce qu'il va tenir? Là il y a Fonseca qui a mal débuté sa soirée et qui a une chute de Steve Ramon, décidément c'est pas son jour. C'est ni celui de Lalose qui prend en fait à chaque fois qu'il a pris un départ, il est tombé en course. Et alors là le dépassement de Fonseca, on voit à l'américaine, ils ont vraiment l'habitude de ce genre de choses, un bloc passe. C'est du métier, hein. C'est de la prudence, mais c'est de la réaction rapide. Et voilà, victoire de Fonseca. Retour aux 250 avec les qualifications, un premier départ en tête pour Jean-Sébastien Roy. Un Canadien qui pilote privé, dans un team privé. Les ans McGrath, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Eh oui, McGrath, c'est un morceau. Hein. Et voilà, il le dépasse. Vuillemin derrière Roy qui va aussi lui le dépasser. Alors le Canadien roule avec un poignet fêlé, c'est pas évident non plus pour lui, il l'a pas trop montré, mais il s'est accroché. Et même en qualification, on voit Vuillemin qui essaye d'accrocher McGrath. Hein. On prend des points de repère pour la finale aussi en qualification, alors c'est toujours important. Savoir où on en est. Première qualif, McGrath, Vuillemin. Deuxième départ de qualification avec les deux Honda Boys. Coppins qui part encore devant, le néo-zélandais, mais ça c'est pareil, ça c'est un garçon qui en fait pas souvent du supercross, alors il va se faire déborder rapidement par les Honda, qui ont beaucoup de métiers évidemment. Et voilà, Lusk. Suivi du numéro 30. Qui est australien, qui s'appelle Michael Byrne, champion de supercross d'Australie. Qui se fait dépasser par Windham, hein, parce que bon, le championnat australien ne vaut pas celui des États-Unis. Et voilà, victoire plutôt facile pour Lusk dans cette qualification. Alors là, j'annonce surprise parce qu'il n'y a rien moins que les deux champions du monde français qui sont là en place. On va vite les voir. Vous savez que vous êtes les deux champions du monde français cette année? Ouais, et en plus on est des potes. Parce que vous le saviez en plus. Alors, il paraît que vous êtes fait un pari au début de l'année, c'est vrai cette histoire? Ouais, c'est un peu comme un pari. C'était en plein hiver quand on fait un peu la fête. Hein. Et puis en discutant, comme lui, il tournait autour depuis un petit moment et que moi aussi, on a dit l'année. Il faut qu'on ramène le titre. Ouais. On s'est dit, toi tu le ramènes, moi il faut que je le ramène aussi. C'était un défi, c'était pas Paris, c'était un défi. Ouais, c'était un défi. Tous les dimanches soirs après course, un petit coup de téléphone à l'un ou à l'autre et voilà. Donc, ça te connaît un petit peu toi, le Supercross, tu avais participé à Bercy, non? Ouais, c'est vrai que j'ai participé en 84 jusqu'en 87, mais bon, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de Français au top, et moi, j'étais pas au top du tout. Mais bon, c'était sympa. Bon, t'as une nuit pour nous le redresser, pour qu'il fasse quelque chose demain, t'as un plan pour... Un plan, non, je vais le laisser tranquille parce que... La loto. Ouais. Moi, il veut pas me voir les soirs, demain, parce qu'il dit que je l'entraîne un peu trop, alors... Là, je finis demain. Peut-être pas gagner, mais j'aimerais bien rouler quand même, parce que je suis vraiment frustré, là. Bon, regardez.
Et oui, Frédéric Bollet ne peut pas participer à cette soirée de samedi. Il s'est blessé la veille en chutant avec Mike Brown. Alors, il nous a fait un plaisir. Il a bien voulu commenter cette première finale 250 du samedi. Ça vous intéresse, une finale commentée par un champion du monde, Christian? Eh ben, Fred ne peut pas rouler ce soir, donc il est un peu frustré comme il vient de le dire. En fait, Bétis prend un peu la relève pour l'instant. Il vient de partir derrière McGrath, il est deuxième, numéro 11. Fred, il fait ce qu'il peut ce soir et c'est difficile de ne pas rouler quand on est à ce niveau-là, quand on est pilote. Eh bien, on va l'écouter. Bon allez Fred, fais-nous un petit commentaire, qu'est-ce que tu penses de la course là? C'est très très chaud, c'est parti très vite. On voit donc Jérémy qui est en tête, il a pris pas mal d'avance. Par contre, David a pris un moins bon départ, mais il se bat aussi. Il est en 4e position, je crois. Et il roule très très fort, je l'ai vu pendant les essais libres tout à l'heure, il roulait très fort. À doubler parce que il est très près David, regarde, il est revenu sur le... Ouais, il me fait dire des bêtises. Il va le passer là-bas, c'est évident. Il n'y a que là-bas. Les hoops, ils sont à peu près pareils. Et tout le reste aussi, c'est pas trop technique. Le seul endroit technique, c'est de l'autre côté. Donc il le passera là-bas. Ou dans les hoops, si Lusk se rate. Mais Lusk, il est très rapide dans les hoops. Le Mac il enchaîne, t'as vu, il est métronome, il se pose toujours au même endroit, il accélère au même endroit. Là c'est du gros McGrath là maintenant. Quand tu es derrière comme ça, parce que David, il n'arrive pas à prendre ses trajectoires, tu vois. Alors que McGrath devant, il a le champ libre, il va où il veut. Il s'écarte, il revient à l'intérieur. Et là, David, il subit un petit peu Lusk. Il est obligé de le suivre et de faire en fonction de ce que Lusk fait. Et donc, fatalement, il n'a pas forcément ses trajectoires, tu vois. C'est chaud, c'est hyper chaud. Mais là, ce qu'on voit, il a du métier quand même. Là, il est passé. On va voir s'il revient sur McGrath maintenant. C'est important pour la deuxième manche, tu vois. S'il revient, il va lui mettre la pression. Psychologiquement, il est un peu plus fort. David fait 2, hier c'est un peu le même scénario, David fait 2 et il gagne la deuxième, il gagne le général, donc c'est pas fini, tu vois, c'est bien, c'est bien. Belle course? Ouais, belle course, mais je veux y être. Et oui, il veut y être, mais il n'est pas. Alors une course gagnée par McGrath devant Vuillemin qui a fait une superbe remontée et Lusk. Deuxième manche 250, on retrouve les ténors et à nouveau Joshua Coppins qui fait un bon départ là. Il est très efficace en ligne droite, mais McGrath qui prend l'intérieur, qui a la mettre les temps. En général, il recoupe tout le temps. Quand on est à ce niveau-là, on est très prudent et on sait ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas de Windham là, qui vient de tomber au départ de cette finale. Et Vial en tête.
Vial, c'est le chien fou, il va faire tout ce qu'il peut pendant quoi, ça va durer un tour ou deux, mais Vial, c'est un enragé, c'est un généreux. Et puis il nous fait toujours plaisir, quoi. C'est toujours imprévisible avec lui. Hein. Et déjà, grâce à ses basques, rien à faire. Hein. Lui, il est toujours là. C'est le champion des champions, et c'est pas une surprise. Hein. Jérémy, il ne fait pas semblant à Bercy. Hein. Il roule, comme il le dit, à 100%. Prend pas de risque non plus démesuré parce que la saison commence dans 1 mois et demi aux États-Unis. Et Villemain qui vient de tomber là. Et qui vient de tomber, mais qui va repartir et qui va remonter très fort. C'est rare, hein. Villemain qui tombe. C'est un garçon assez sûr, apparemment. À Bercy, il a fait très peu d'erreurs. Seulement 1 ou 2, mais il a réussi à remonter à chaque fois dans le paquet de tête. Jérémy est parti pour une énième victoire. Et derrière, des Français qui se battent pour des places d'honneur. Alors dans l'ordre, on a Vial 14, on a Bétis le 11 et Guidetti le 17. C'est un feu de pareil parce que Villemain derrière va remonter, va passer tout ce beau monde. Mais ils ont du cœur, ils font ce qu'ils peuvent et puis ils sont à Bercy, c'est important Bercy hein, pour eux. Voilà, déjà Villemain qui arrive. Vraiment un niveau différent, hein. C'est étonnant quand même, ces garçons ont roulé ensemble et puis là, tout d'un coup, il explose. Et David a tellement travaillé et puis il est sur une autre planète maintenant. Il roule pour préparer sa saison 2000, hein, qui va passer aux États-Unis à plein temps, chez Yamaha États-Unis, donc c'est plus le même monde là, hein, et on est sur une autre planète avec David. Il va effacer Vial. Dire comme ça n'existait pas, mais il va effacer Vial parce que encore une fois, c'est un pilote qui évolue à un niveau nettement supérieur maintenant. Il l'oublie là. Et il prend même la peine de saluer le public au passage. Magras pour changer. Suivi de Lusk, 2e, et de Villemain qui a fait une excellente remontée. On voit les bonnes places des Français. Vial, Guidetti, Bétis aux 4, 5 et 6e places. Petit moment d'histoire, j'ai à côté de moi 2 champions du monde. Dany Laporte, 250 en 83 et Jackie Vimon, le premier champion du monde français en 86. Alors Dany, ça fait quoi d'être ici? J'adore venir à Bercy parce que c'est la course de Supercross la plus démente du monde. Aux États-Unis, les stades sont très grands et l'atmosphère est froide. Ici, c'est dingue. Les Américains viennent pour cette course. J'ai couru les 2 premières. C'est vraiment génial de revenir là. Et vous avez fait des courses ensemble ici, non? Oui, et les débuts, oui. Et qui était le meilleur? Quand j'ai commencé le Supercross, c'était le tout début en France. Aujourd'hui, les Français ont beaucoup plus d'occasions d'en faire et le niveau est vraiment très proche de celui des Américains. Ça a beaucoup changé, Jackie, depuis l'époque, hein? Ah oui, l'époque, parce que nous, on découvrait bien. On découvrait le Supercross ici, à Bercy. Alors, on découvrait 2 choses. Une nouvelle technique, mais surtout le public autour de nous, avec toute cette atmosphère, cette ambiance est complètement folle. T'aimerais être sur la piste, là, aujourd'hui? Yeah. Est-ce que tu préférais le courir maintenant ou à l'époque? Maintenant. Ils sont encore vaillants. Merci, les gars. Dernière journée pour les 125 et dernière occasion de bien figurer avec un départ de première manche un peu chaud. Ah, la fatigue se fait sentir, hein, donc on fait des erreurs et puis ça coûte un peu cher. Un tour de terrasse et la cheville ce soir-là. La Lose aussi. Et devant, Rodrigue Tin. Rodrigue, il assure son titre de Bercy, de prince de Bercy. Il est parti pour faire podium à chaque fois, c'est le jeu. Hein. Ramsey derrière qui remonte. Il va résister un petit moment, notre ami Tin, sur sa KTM. Mais Ramsey, en fait, il est champion côte ouest, faut pas l'oublier. Il s'est loupé à Bercy, mais il va quand même gagner une course ce soir. Alors Rodrigue ne prend pas trop de risques, mais il se bat quand même là. On le voit, il essaie de repasser Ramsey. Hein. Eh ben, il a intérêt en fait à prendre la mesure des Américains parce qu'il aura affaire à eux l'an prochain et sur toute la saison. Il est engagé sur la côte Est et il faut qu'il apprenne à se battre et à pas laisser passer des gars comme ça, comme Ramsey qui est quand même une pointure maintenant. Casey-Lytle qui avait déjà gagné une manche la veille. Et Fonseca qui fait une remontée, il est mal parti. Et là il se bat au milieu du peloton parce que lui aussi peut être prince de Bercy. Voilà, victoire de Ramsey, sa première et seule victoire d'ailleurs ce week-end. J'ai un peu loupé mes départs jusqu'ici, mais ce coup-là, ça a marché, alors je suis content, bien sûr. Deuxième départ 125, Ramsey et Rodrigue au coude à coude. Et là, on a un accrochage sur le côté. Ramsey va au tapis
Et il se fait très mal d'ailleurs parce qu'il se fait rouler dessus presque. Hein. Alors devant, Fonseca est reparti. Et décidément, le petit costaricain là, il assure. Hein. Il va très vite, hein. Il est champion, il a gagné 7 courses l'an dernier. Ça n'empêche pas de faire des erreurs comme à l'instant. Mais il a du métier déjà. Hein. Rodrigue reprend la tête, mais Fonseca est derrière, il ne lâche pas le morceau. Les deux hommes vont se côtoyer l'an prochain en championnat 125 côte Est. Hop, dans le tunnel, Ernesto qui passe devant. Et ils passeront la saison ensemble, enfin entre guillemets. Et Fonseca, qui est champion en titre, va pas se laisser faire. Et voilà, victoire de Fonseca. Suivi de Rodrigue. Troisième départ, et c'est là que le titre va se jouer. Fonseca et Rodriguin, d'ailleurs, au coude à coude tout de suite. Les deux hommes de Bercy du 125, et ils sont devant. C'est la fatigue aussi après 3 jours. C'est la différence, la Lose nous en donne la preuve, la Lose qui s'est ratée à chaque course quasiment en 125 à Bercy. Et là, grosse chute, hein. Là il retombe sur les bottes de paille carrément. C'est effectivement probablement la fatigue, le fait de à nouveau vouloir bien figurer pour cette dernière course 125. Bon, tout va bien, on vous rassure. Et devant, Fonseca va se faire la victoire pour finir son week-end sur un coup de panache. Coup de panache d'ailleurs qui n'empêchera pas de tomber juste avant le dernier virage. Rodriguin est très loin et ne repassera pas. Fonseca remonte sur sa moto, passe la ligne d'arrivée en vainqueur, mais derrière c'est Rodriguin qui est prince de Bercy. J'ai vraiment assuré cette manche, je crois que lutter avec Ernesto. Je ne voulais pas chuter parce que le circuit commence à être un peu dangereux avec les ornières. Je suis vraiment très content de mon week-end, c'est super. Ça pouvait pas se passer mieux? Non, ça pouvait pas se passer mieux. Je veux gagner, mais tu peux pas gagner tout le temps. Rodrigue, il a vraiment bien roulé. Il a été le plus régulier. Du coup, il a gagné une seule manche sur 9, mais il gagne le général. Les 250 avec la première qualification dimanche et toujours au coude à coude Vuillemin et Magras. Alors on se demande, est-ce qu'il va pouvoir le passer, que ce soit en qualification ou en course? Magras ne veut absolument pas laisser partir Vuillemin. On dirait quelque part qu'il le prévient pour l'année à venir là, non? C'est une question aussi de suprématie. Magras c'est le numéro 1 absolu, donc effectivement dès les séries qualificatives il donne la mesure, il prend son rythme pour la soirée, il part devant, il gère. Mais encore une fois, il roule toujours à 100%. C'est pas il fait pas semblant. La preuve, il gagne, suivi de David Vuillemin. Première qualification. Deuxième manche de qualification avec les Honda Boys, Lusk et Windham qui n'ont pas vraiment brillé ce week-end. Ils sont un petit peu en retrait parce que comparativement à Magras et Vuillemin qui ont beaucoup roulé en octobre, les deux Honda ont pris un peu de vacances, ce qui fait qu'ils sont, on va dire, à 70% de leurs moyens. Et Bollé qui est à nouveau sur la piste, qui a vraiment mis un point d'honneur à figurer, donc, enfin même pas à figurer, je dirais bien rouler, mais il voulait absolument revenir sur la piste la veille, il a vaincu la douleur et le voilà. Et devant, on a même en qualification des Honda Boys qui sont coéquipiers, qui se battent pour la victoire. Entre Lusk et Windham, c'est effectivement une belle foire d'empoigne. Et c'est Lusk qui aura le dernier mot dans le dernier virage. Première finale 250 de ce dimanche avec, pour changer, Magras devant. Alors on n'a pas parlé en fait de Carmichael parce que la veille, il s'est, il a chuté aux essais et il s'est cassé la clavicule. Donc Carmichael n'est pas là. Un petit regret quand même, Christian. Carmichael, c'est un petit garçon qui promet, qui a encore fait beaucoup d'erreurs parce que c'était sa première saison en 250. Bon, c'est une catégorie très difficile. Il faut prendre du physique et c'est pas, on n'apprivoise pas la demi tout de suite comme ça en une saison. Alors David Vuillemin est mal parti dans cette première manche et à nouveau il va montrer quelle est la dimension de son talent parce qu'il va remonter absolument pratiquement tout le monde. Hein. Il y a toujours quelqu'un devant qu'il faut aller chercher. On espère que ça se passera plus souvent l'année prochaine, donc il arrivera à passer Magras. Là on voit qu'il repasse Bétis, le 11, et Vial qui l'a passé un petit peu avant et il se lance à la poursuite de Magras, de Lusk aussi et de Windham qui sont devant. Alors le pilote Yamaha derrière les deux Honda Boys, là aussi il pose un petit peu les jalons pour l'année prochaine. Il dit bon bah je serai là. Oui, il les a inquiétés parce qu'en fait les Honda, même s'ils ne sont pas à 100%, savent bien que Vuillemin c'est un gros morceau. C'est pas n'importe qui maintenant qu'il a pris du poids. Et en fait c'est vrai qu'il pose un peu ses jalons pour l'année prochaine en leur disant bon, comptez sur moi parce que je serai là.
Lusk qui passe Windham et David qui vient se frotter aux deux Américains. C'est merveilleux. Alors il a un sens de l'improvisation assez exceptionnel, il fait intérieur-extérieur, vous voyez là ici il passe à l'extérieur. Il passe Windham dans les whoops, Voilà. ce qui est pas rien. Et il va essayer d'aller chercher Lusk. Alors Lusk c'est quand même pas n'importe qui, il est vice-champion Supercross depuis 2 ans derrière McGrath. Il compte 11 victoires à son palmarès en Supercross. Et il se fait passer par David Villemin, hein, ça n'empêche pas, et ça donne toute la mesure du talent de notre représentant pour l'année prochaine aux États-Unis. Et devant McGrath qui va gagner sa 4e soirée sur 5, manifestement, il est à la hauteur. Tu peux nous faire une faveur et laisser quelqu'un se rapprocher de toi la prochaine? Non, non, c'est comme ça que je les aime. Je suis fatigué dans un stade comme ça qui est tout petit, c'est très dur. Dès que tu fais une bêtise, ça fait un gros écart tout de suite. De toute façon, Villemin et McGrath sont vraiment très rapides. C'est pas plus mal pour moi, je vais rentrer aux États-Unis, on a 1 mois et demi devant nous pour s'entraîner, je vais me botter le cul et ça ira. 5e soirée, McGrath, Villemin, Windham que l'on vient d'entendre. Alors ce mec-là, il est un petit peu fou, il fait des sauts extraordinaires, on manque ce bruit de colombo. On va aller le voir. Edgar, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait un peu mal au pied, je me suis étiré un ligament. Je crois que dans 2 semaines, ça ira bien. Je pourrai refaire des sauts pour mon public. Là, je peux rien faire, j'ai trop mal. Je pense à un saut qui n'a jamais été fait et ce sera pour le prochain Big Air Festival à Bercy. Et les cheveux, ils seront de quelle couleur? Je sais pas encore. De toutes les couleurs, plusieurs longueurs. Bon alors Christian, il n'y avait pas seulement des courses, il y avait aussi du show avec un concours de saut et en star, on a Edgar Torrenterras. On va se faire un petit plaisir, on va regarder ce clip. Un concours de saut où il n'y avait pas que la star espagnole, puisque nous avions aussi Manu Trou le 33, Serge Guidetti le 17 et Xavier Fabre le 27. Et en l'absence de la star espagnole, eh bien c'est Manu Trou qui s'adjuge le dernier concours de saut le dimanche.
Deuxième et dernière course 250 de ce Bercy 1999 avec devant, une fois de plus, Magras et Villemain. Alors c'est là que va se jouer le titre de King of Bercy, Christian. Et oui Serge, en fait David il a qu'à assurer son podium pour être tranquille. Il a de l'avance au point sur Magras. Il va quand même essayer de le suivre et voire de le dépasser. On sent qu'il a envie... Et il a de l'enthousiasme, du cœur, son travail paye, il s'accroche, il laisse pas partir Magras comme ça. Et... Oui, on a vu Windham qui était déjà loin derrière. Guidetti le 17, suivi de Joshua Cuppins, de Vial. Alors est-ce que les Français ont brillé, mis à part Villemain? Les Français ont souffert, parce que ça va très très vite devant et que Magras a haussé le ton. Il a creusé le trou tout de suite et il a... En fait, seul Villemain a pu le suivre ce week-end. On voit Lusk là qui a fait une chute dans le tunnel et qui abandonne. Il y a la preuve qu'il n'a pas fait semblant non plus. En fait, Ezra est tombé dans le tunnel, il aurait pu se faire mal. Magras devant, il finit cette dernière course en tête. Il gagne sa 5e victoire du week-end, mais derrière, c'est David Villemain qui est King of Bercy. 3e Windham, qui finira d'ailleurs 3e aussi au classement général du week-end. J'ai bien roulé, je me suis bien entraîné, j'ai réussi des bons départs et voilà. Et puis ma moto marche d'enfer. C'est presque un week-end parfait ça. Presque, c'est ça le mot-clé. Villemain, King of Bercy, un Français sur la plus haute marche du podium. La dernière fois, Christian, c'était en 1991 avec Jean-Michel Bell, ça fait loin. Hein. Et on écoute notre David sur le podium. Et je veux dire que bon, sans la case de Jérémy le premier soir, je pense qu'il aurait été King de Bercy. Et il a gagné quand même 5 manches. Et il a été meilleur que moi, mais bon, le vainqueur moral c'est lui. Mais bon, j'ai gagné au point, voilà. Villemain sur les traces de Jean-Michel Bell. On y croit pour les États-Unis, Christian? David, il a largement le potentiel pour être champion US, je pense. On y croit. Bon, bah rendez-vous en l'an 2000. Alors David, tu m'avais dit que ce Bercy tu le sentais plutôt bien, bah c'est réussi hein. Ouais, ça a été. Il faut dire que Jérémy a été ma chanteuse pour la soirée. Et j'étais régulier, j'ai toujours été là. Et c'est pour ça que j'ai gagné, je suis content d'apporter à Yamaha US, mon nouveau team, ma première victoire. Bon écoute, on fait un deal. Tu vas aux États-Unis, tu nous ramènes le titre américain et l'année prochaine tu nous fais toutes les victoires, d'accord? Ouais, rendez-vous alors en 2000 ici à Bercy avec la plage numéro 1. D'accord. Allez, à plus tard. Allez, prochaine. Voilà, terminé pour cette 17e édition de Bercy 1999. On se retrouve l'année prochaine pour encore plus d'action. Goodbye. Mission to feed the hungry, to clothe the naked, to house the homeless. Our mission to feed the hungry, to clothe the naked, to house the homeless. Our mission to feed the hungry, to clothe the naked, to house the homeless. Our mission to feed the hungry, to clothe the naked.